Espace TV, le 22h. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout à travers le monde via nos différents canaux de communication. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Au sommaire de ce 22h, acte de sabotage sur l'un des forages de la SEG à Kakulimaya. Selon des responsables de l'entreprise, le PK65 qui a été vandalisé alimente près de 30 000 abonnés. Libération des emprises publiques des voiries urbaines, le préfet de Boké donne 48 heures aux occupants. La décision du colonel Séni Silver Camara ne trouve pas écho favorable chez les occupants. Dans l'angle de ce mardi, on s'intéresse aux nouvelles technologies. Cette transition de l'analogie au numérique suscite une curiosité si certains ont suivi les cours théoriques à l'université. D'autres, par contre, s'adaptent en fonction des pannes. Al-Seni Bari et Ibrahim Souli Camara se sont intéressés à ce sujet. Restez avec nous pour plus de détails. Bienvenue à tous. Après un soupçon de grippe aviaire dans le pays, les autorités sont à pied d'œuvre pour un plan de riposte. C'est dans cette optique qu'elles ont abattu plusieurs volailles la semaine dernière à Koya et Forikaria. 8 fermes ont été touchées par cette opération. Les autorités promettent un accompagnement. Pendant ce temps, les employés de ces fermes se retrouvent au chômage. Rosaline Gotomunemo, Yacob Traoré. Après constat d'une suspicion de grippe aviaire dans le pays, le ministère de l'Élevage et de l'Agriculture, en collaboration avec la Direction nationale des services vétérinaires et la Confédération nationale des organisations socio-professionnelles des éleveurs de Guinée, sont dans la dynamique d'exécution du plan de riposte. Ils ont procédé à l'abattage de près de 50 000 poulets de ferme, une opération qui a touché plus de 8 fermes à Koya et Forikaria. Le président de la CONASEG compatit à la douleur des aviculteurs. Il les invite à prendre plus de mesures de sécurité et à faire preuve de responsabilité. De ne pas cacher s'ils ont des cas de substitution de mortalité ou bien de maladie chez eux. De ne pas aussi prendre ces produits malades et les amener sur le marché. Ça, les gens sont énormément sensibilisés. Ils savent qu'ils courent un risque d'être sanctionnés lorsqu'ils le font. C'est dimanche dernier que ce fermier a assisté à l'abattage de ses poules pondeuses. Au total, 7000 têtes tuées et incinérées. Ce fermier trouve que les autorités devraient d'abord attendre la confirmation des résultats des tests par le laboratoire international de l'Italie avant toute action. On est obligé de se soumettre. Mais voilà, ils sont venus parce que c'est les poulets résistants. Ils ont tué toutes les poules. Dans cette ferme, il y a 8 employés qui vont se retrouver au chômage si rien n'est fait. Abattu après toutes ces pertes enregistrées, ce fermier n'aurait pas amorti son investissement. Il se tourne vers les autorités et espère qu'elle saura tenir ses engagements envers les victimes. Imaginez le perte qu'elle a et tous les coûts, acheter des poules et les nourrir pendant 5 mois. Et là, les poules la mangent 5 millions par jour. Pour le moment, c'est une suspicion de grippe aviaire. Les résultats des tests restent à confirmer ou infirmer par le laboratoire international de l'Italie. Les autorités guinéennes ont sonné l'alerte. Des cas de grippe aviaire ont été signalés dans les fermes à Koya et Forikaria. Si l'inquiétude est grandissante chez les fermiers, la peur d'être contaminé par le virus est aussi saisissante chez les consommateurs. C'est un reportage de Marissa Camara, Abdoulaye Camara. Un premier cas du virus H3N8 détecté en Chine. Plus de 50 000 têtes de volailles décimées dans des fermes à Koya et Forikaria. Les fermiers et les aviculteurs sont dans l'impasse. Nous avons perdu énormément de poulets. Mais heureusement, nous travaillons avec les vétérinaires. Parfois, s'ils ne sont pas disponibles, nous partons rapidement à la pharmacie. Mariage, baptême, sacrifice ou toute autre cérémonie à Conakry, la viande de poulet reste parmi les plus prisées. La peur d'attraper le virus, même si les experts ont écarté la contamination humaine, s'est installée chez les consommateurs. Beaucoup vont devoir revoir leurs habitudes alimentaires. Cette grippe devient inquiétante pour nous.
S'ils ne trouvent pas la solution, qu'ils arrêtent de nous vendre les poulets. J'aime bien le poulet, mais avec cette maladie, j'ai peur d'être contaminée. Le danger est réel. Pour cette autre femme, il faut trouver une autre alternative. Faciliter par exemple l'accès aux poissons dans les marchés pour protéger les populations. Normalement, l'État doit nous aider à avoir le poisson et la viande pour qu'on puisse laisser pour le moment le poulet. Beaucoup n'ont pas connaissance de l'existence de cette grippe aviaire. De leur côté, les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage et celui de la Santé mènent depuis des actions concertées pour freiner l'expansion du virus dans les fermes. Le projet à haute qualité de services de santé pour le développement financé par l'USAID continue sa campagne de traitement gratuit de la fistule obstétricale. La présente session qui se tient à l'hôpital régional de Farana vise à opérer 20 femmes avec le soutien des chirurgiens de Farana accompagnés de ceux de Kissidougou et Kindia. Antoinette Dédé-Onivogui, Alceni Camara pour les détails. Synonyme d'impureté dans la société, la fistule obstétricale est à l'origine de décès de plusieurs femmes à travers le monde. C'est pourquoi le projet HSD veut redonner le sourire à 20 femmes guinéennes atteintes de cette maladie en assurant gratuitement leur prise en charge. Les sessions de réparation sont très importantes. Non seulement elles établissent la confiance de ces femmes, mais elles permettent aussi la réinsertion sociale de ces femmes qui retrouvent leur santé. Deuxième du genre, dans la région de Farana, 4 chirurgiens, 4 sages-femmes et 2 infirmières sont spécialement formés et outillés pour être au service de ces femmes, avant, pendant et après les opérations. Il est recommandé, dans 3 mois plus tard, d'assurer la prise en charge chirurgicale. Mais la prise en charge chirurgicale seulement ne suffit pas. À côté de la prise en charge chirurgicale, il faut une prise en charge psychologique. Le jour de l'intervention, nous avons un tableau de garde des infirmiers et des sages-femmes qui les suivent durant tout leur séjour, les 21 jours. Ils font la garde et nous aussi nous venons couronner. Ils suivent leur traitement, on fait leur toilette matin et soir. Malgré cette situation tragique, peu sont celles qui bénéficient d'une prise en charge médicale, regrette le directeur de l'hôpital. Donc franchement, nous interpellons, nous appelons les bonnes volontés et d'autres projets pour qu'ils s'impliquent et s'ajouter au HSD, au projet HSD, pour que vraiment on continue la prise en charge des fistuleuses à l'hôpital régional de Farana et même dans tout le pays. Venue des 4 régions de la Guinée, pour bénéficier de cette campagne, Madame X est à sa 2e opération. Toutefois, elle garde espoir de recouvrir sa santé à travers ce projet. Ce projet assure la fourniture d'un paquet intégré de soins essentiels pour la planification familiale et la santé maternelle, néonatale et infantile dans les communautés environnantes de cette région du pays. Une mission conjointe de supervision a effectué une visite des activités de vaccination accélérée dans sa 2e phase ce mardi au collège de Koléa. Une mission composée de l'ANSS, des autorités communales de Matam et l'UNICEF. Après 4 jours de vaccination, les superviseurs se réjouissent des premières statistiques dans le Grand Conakry. Ils estiment que 510 enfants visés seront atteints dans le Grand Conakry et la région de Kindia. Ali Badara Kamara et Aluba. À 4 jours de vaccination, 42 000 doses de vaccin Pfizer ont été administrées aux enfants âgés de 12 à 17 ans et les nouveaux candidats à la vaccination. La commune de Matam n'est pas en marge de cette opération de haute portée sanitaire. C'est une activité qui couvre tout le Grand Conakry, les 5 communes de Conakry, Koya et Dubreka. Les enfants qui avaient déjà reçu une première dose, nous venons faire un rappel vaccinal chez eux. Pour le moment, tout se passe bien. Nous avons le retour de nos équipes sur le terrain et nous voyons aussi l'engouement des élèves pour la vaccination. Dans les établissements, les candidats aux examens nationaux ne seront pas en reste, d'où l'implication des autorités communales de Matam. Les agents vaccinateurs sont bien installés. Les enfants sont en ordre de bataille pour que l'opération puisse être faite dans les conditions de l'art. Ça veut dire que l'implication de la DCE n'a pas été de moindre, a été aussi très active.
Comme le premier tour, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, à travers l'initiative COVAX, facilite l'achat et l'acheminement des vaccins et intrants. Il fallait penser aux enfants de 12 à 17 ans. Ils représentent environ 14% de la population et près de 9% des cas de Covid dans ce pays. Et vous le savez, ils vivent de manière très serrée en promiscuité. Et ils peuvent être des sources de contamination pour leurs parents, leurs grands-parents. Si nous ne les protégeons pas, nous exposons encore la population à cette pandémie et à la recrudescence encore au niveau de la communauté. Une centaine d'équipes est mise en place par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Des équipes auxquelles s'ajoutent des différentes équipes vaccinales des districts sanitaires de la capitale. Cela pour toucher les 308 132 enfants en deuxième dose et 82 254 enfants en première dose. Je vous le disais au sommaire, la Société des eaux de Guinée, SEG, a subi hier lundi un acte de sabotage sur l'un de ses forages à Kakulima. Pourtant, le PK65 qui a été vandalisé alimente près de 30 000 abonnés, à en croire le sous-directeur de la production de l'entreprise. Le constat, c'est avec Mamadou Sadio Baldé. Une vingtaine de bérets rouges chargés d'assurer la sécurité de 12 forages sur le site de Kakulima. Le PK65, le plus important, sinon l'un des plus importants, a été vandalisé par un inconnu. C'est quand il y a eu baisse de production qu'un agent a découvert les dégâts. On a coupé le câble, on a voulu enlever même toutes les installations qui sont à l'intérieur. Donc, fort heureusement, c'était pas venu, peut-être il y a eu des gens qui sont passés de côté. Le gars n'a pas pu enlever tous les équipements qui sont dans le coffret de commande. Donc, il fait 60 mètres cubes par heure. Et par jour, il fait 1320 mètres cubes d'eau en termes de production. Les conséquences sont immédiates sur la desserte. Au moins 6 quartiers seront directement impactés avant la réparation. Il peut aujourd'hui alimenter près de 30 000 abonnés de zones qui sont desservies par la station de Kakulima. Donc ces zones-là se situent un peu partout autour de Kakulima. De façon permanente, 20 bérets rouges se relaient ici pour assurer la sécurité, ce qui n'a pas empêché le malfaiteur de déjouer la vigilance de ces hommes. On a essayé dans le temps de sensibiliser la population, de sensibiliser les autorités locales. Donc aujourd'hui, on ne peut assimiler cela qu'à un sabotage. L'une des pistes de solution consiste à clôturer le site, suggère le responsable de l'environnement et du patrimoine de la SEG. Donc pour cela, il faut que le site soit vraiment sécurisé, soit clôturé. L'équipe de la maintenance viendra évaluer les dégâts et procéder à la réparation. Les clients impactés devraient patienter un minimum de 48 heures, conclut le sous-directeur de la production. Les étudiants de l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka sont-ils ignorés par les autorités du pays? La réponse des étudiants est oui, selon leur présidente. Elles étudient dans des conditions très précaires, c'est pourquoi elle interpelle le gouvernement à se tourner vers eux en vue de l'amélioration de leurs conditions d'études. Guénab Bangoura commente les images de Tierno Sadouba. À l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka, les étudiants disent manquer presque de tout. Le manque d'infrastructures et d'équipements constitue pour eux un obstacle dans leur apprentissage, dénonce la présidente des étudiants. On a l'impression que nous sommes abandonnés. Une institution d'art digne de nom ne doit pas être comme la nôtre. Et la salle de montage vidéo aussi, si vous allez là-bas, il y a même pas, ça ne reflète même pas l'image d'une salle de montage vidéo. Ça ne reflète même pas. Et si vous rentrez dans les différentes salles aussi, ça aussi c'est une autre chose. Autre situation qui fâche, c'est le problème de logement qui freine l'élan de beaucoup d'entre eux dans les études. C'est 95 000 francs la bourse. Et les logements qu'on fait, c'est au-delà de 100 000 francs. Et le problème de nourriture aussi, on n'a même pas de cantine ici. On peut rester, moi par exemple, j'ai fait ici à l'ISAC 3 jours sans manger. Je loge loin. Certes, les professeurs et les encadreurs donnent le meilleur d'eux-mêmes,
Mais le manque d'expertise est un souci majeur. Il y a de ces étudiants qui peuvent souhaiter venir étudier l'art ici en Guinée. Mais quand ils se déplacent, eux-mêmes, ils constatent que la formation qu'on les dispense là, même si ce n'est pas dans le domaine artistique, est meilleure que la formation qui est là. Pour se vanter dignement de cet institut en qualité de formation, des conditions d'études et de logement, la présidente fait une invite aux autorités guinéennes. Il faudrait que l'État se tourne vers nous, qu'il sache aussi que les étudiants qu'ils orientent ici ont aussi besoin de... Ce n'est pas seulement Symphonia, Gamal et Kofi Annan qui sont des universités. La gouverneure de la ville de Conakry a lancé ce mardi les travaux de réaménagement des espaces verts. Pour un départ, c'est le carrefour Moussodougou dans la commune de Matam qui a été ciblé pour le démarrage des activités. L'objectif visé, selon la gouverneure Mahawassila, est de donner à Conakry l'image d'une capitale moderne. Reportage à Justin Leno, Meshak Sandakourma. Mardi matin au rond-point de Moussodougou, non loin du pont 8 novembre. Ici, la gouverneure de la ville de Conakry pose la première pierre des travaux de réaménagement des espaces verts de la capitale. Chacun dans son domaine. Ceux qui sont chargés de faire les routes sont en train de le faire. Nous sommes en train d'assainir et embellir. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour poser la première pierre de l'aménagement des 12 carrefours qui commencent plus précisément à Moussodougou. Une fois le réaménagement terminé, cet espace vert pourrait afficher l'image d'une capitale du XXIe siècle, comme le montrent ses designs graphiques. Un design relatif au design aujourd'hui des capitales émergentes. C'est-à-dire, pour expliquer de manière très brève, nous avons dessiné une figure symbolique à travers ce rond-point aussi qui est symbolique, vu qu'il y a une statue qui est là, l'empereur Samori Touré. Ici au carrefour Moussodougou, l'entreprise en charge des travaux promet de mettre l'accent sur cette effigie de feu Almami Samori Touré, l'un des résistants guinéens à la pénétration coloniale. Comme pour dire que la Guinée, c'est aussi le pays des grands hommes. À l'époque, pour atteindre le roi Samori Touré, il était très difficile de l'atteindre. Raison pour laquelle, par cette représentation des différentes figures que nous avons représentées à travers nos différentes maquettes que vous avez vues ici, pour pouvoir l'accéder, même il serait très difficile pour pouvoir l'accéder, il est au centre. À Conakry, ce sont au total 12 espaces verts qui doivent être réaménagés en points lumineux, selon le gouvernorat de la ville de Conakry. Je vous le disais également au sommaire, dans le cadre de la libération des emprises publiques des voiries urbaines, le préfet de Boké, colonel Séni Silver Camara, a donné un ultimatum de 48 heures aux occupants illégaux de quitter les lieux. Il a fait savoir ce mardi au cours d'une sortie musclée en compagnie des chefs des services de défense et de sécurité. Les concernés s'indignent et trouvent anormale cette décision des autorités locales. Reportage Oumar Souri Kamara et Issatou Kesso Diallo. Cet avertissement du préfet colonel Séni Silver fait suite à un communiqué diffusé sur les ondes des radios la semaine passée à l'intention des vendeurs étalasistes propriétaires des hangars et kiosques au niveau de la commune urbaine de Boké de prendre leurs dispositions avant le passage de sa troupe dans les jours à venir. Une décision que fils Djani Jamal, gérant d'un kiosque au marché Goreya. Si on vous dit de reculer un peu, c'est normal. Mais ça a été fait avant, il y avait un préfet. On n'a pas de travail. Les jeunes créent des initiatives pour gagner leur pain, qu'ils gagnent du jour au lendemain. Ce que tu gagnes aujourd'hui, tu manges ça demain. Si les gens créent ces initiatives-là, toi tu viens pour tout remettre en cause encore. Cette opération de déguerpissement des emprises publiques crée panique et frustration chez les occupants des voiries urbaines. Je suis un peu concerné de cela, du fait que nos citoyens, certains d'entre nous, gagnent leur quotidien au bord de la route. Donc le fait que de les faire quitter, ça me choque un peu. Pour Djani Jamal, la récupération des domaines de l'État et la libération des encombrants physiques de la ville de Boké relèvent des compétences des services du patrimoine bâti public. On a quitté d'un point A, on est revenu dans un point B. Regardez les poteaux, on est derrière le poteau. Ou peut-être que les poteaux là aussi sont concernés, les poteaux aussi doivent dégager. Mais dans le cas où on ne dégage pas les poteaux, on est derrière le côté, est-ce que c'est normal que des hommes en uniforme viennent nous dire que bon, ici demain, avant demain soir, il faut dégager ça? Et ils pensent que nous sommes des machines.
Est-ce qu'il y a un agent du domaine avec eux? Est-ce qu'il y a un agent de l'habitat avec eux? Non. De la place des Martyrs à Baralandé en passant par Dembaya, Goreille jusqu'à 110e, le préfet Saint-Sylvain Camara a donné 48 heures aux occupants de libérer les emprises. Le ministre de l'Habitat réaffirme son appartenance à l'UFDG. Cette sortie de l'ancien coordinateur de la cellule de communication du principal parti d'opposition ne laisse pas indifférent Abdoulaye Ba, conseiller politique de Cellou Dalein Diallo. Pour lui, Ousmane Gawal Diallo n'est plus de ce parti pour plusieurs raisons. Mariam Fodé Camara, décryptage. Depuis quelques jours, Abdoulaye Ba, conseiller politique du président de l'UFDG, et Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Habitat et porte-parole du gouvernement, se lancent des piques par médias interposés. Tout est parti de la nomination de Gawal au gouvernement de transition. Une nomination qui, aux yeux d'Abdoulaye Ba, retire le droit à Ousmane Gawal de demeurer membre de l'UFDG à partir du moment où le président du parti n'a pas donné son aval, indique-t-il dans certains médias. Je réponds à Ousmane Gawal comment il peut se réclamer de l'UFDG. Je demande à Ousmane Gawal de nous montrer l'acte signé par El Hadji Cellou qui l'autorise de rejoindre le gouvernement de transition. Je lui rappelle que le gouvernement de transition est différent du gouvernement d'union nationale. Je déclare haut et fort, Ousmane Gawal n'est plus de l'UFDG dès l'instant où il est parti dans un gouvernement sans l'aval de son président et du parti. Le ministre Gawal n'a pas mis de temps pour répondre à ses détracteurs. Pour lui, ces agissements sont un non-événement, une jalousie qui n'a aucun sens, déplore le porte-parole du gouvernement. Non, mais je pense qu'il ne faut pas accorder de l'importance à ces sorties. Ce n'est pas la seule. Il y a un certain nombre de responsables du FDG qui, ces derniers temps, disent un peu ce qu'ils pensent. Mais il faut savoir que ce n'est pas leurs déclarations là qui construisent et qui fondent les textes du parti. Et ça, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je suis pas venu dans le parti pour représenter l'UFDG. Ça, c'est clair, comme je l'ai dit, et le président l'a dit. Et puis voilà, je pense qu'il ne peut pas aller plus loin que ce que le président du parti dit lui-même. Lorsqu'on a la conception de penser qu'aller au gouvernement, c'est manger, cela n'honore pas. Et pour le reste, c'est l'expression d'une jalousie mal placée qui n'a aucun sens. Officiellement, le parti n'a fait aucune communication à ce sujet et Ousmane Gawal Diallo, encore sur les médias, continue de revendiquer son appartenance au parti. Fodé Mohamed Silla, ancien cadre de la première usine d'alumine d'Afrique, a vécu les 3 périodes cruciales de Friga, la gloire avec Péchénier et les Américains, la descente aux enfers avec Russell. Après 44 ans de service où il a gravi pratiquement tous les échelons de la société, Moshi, pour les intimes, mène une retraite plus ou moins tranquille auprès de sa tendre épouse qui l'a épaulé tout au long de sa vie. Son portrait avec Mamadou Kalisso et Djibril Kabak-Kamara. El Hadji Fodé Mohamed Silla, 72 ans, polygame et père de 14 enfants. Toute sa vie tourne autour de cette usine. Il y a été embauché en 1971 en tant que stagiaire. Bien payé, bien nourri, bien logé, bien soigné. Une vie rythmée et tout en couleur. L'amusement, c'était à Fria. Si tu voulais t'amuser, c'est à Fria que tu... En fin d'année, toute la Guinée débarquait à Fria ici. Il s'est investi avec abnégation dans son service. Pour le récompenser, la société l'envoie en France pour une formation. Après 4 ans à Nancy, il rentre avec le diplôme d'administration et gestion du personnel. Il est aussitôt nommé responsable adjoint du personnel. Pour lui, c'est le paroxysme de sa carrière. Ce qui m'a beaucoup plu, parce que j'ai senti que Dieu m'a récompensé et mon employeur m'a récompensé. Fodé Mohamed Silla est aussi un sportif de haut niveau. Il a été champion de Guinée de natation sur 200 mètres brasse. Il a participé aux premiers Jeux africains de Brazzaville en 1966 avec l'équipe nationale. Sa vie, sa carrière, ainsi que celle des milliers d'autres employés de l'usine basculent avec l'arrivée des Russes. Quand les Russes sont arrivés, d'abord ils étaient aigris sur le salaire, le niveau de vie des travailleurs. Ils étaient complexés. Commence alors le bras de fer avec les Russes qui voulaient tout ramener à leur niveau. Finalement, il a été limogé et nommé comme simple conseiller du directeur des ressources humaines. Ils m'ont dit, M. Mouchi, va dans ton bureau, tu t'assois là-bas, si on a besoin de toi, on t'appelle. En 2012, la crise éclate.
L'usine ferme. En 2015, normalement après 44 ans de service, il devait faire valoir son droit à la retraite. Contrairement à d'autres, Moshi a su profiter et planifier sa vie après Frigia. Sous l'œil bienveillant de son épouse, il s'est investi dans l'éducation de ses enfants, construit, investi dans l'agriculture. Cette professeure de français cumule l'enseignement et la pâtisserie pour épauler son mari. Grâce à moi, quand même, il a pu faire toutes ces constructions parce que j'ai pris la dépense de la maison en charge. Pourquoi vous avez fait tout cela? À cause des enfants. Ses enfants épaulent à leur tour le couple. Chaque matin, Moshi, pour les intimes, se promène dans la cour, des temps de pause, pour observer la ville de la Lumine avec nostalgie. Cette ville qui lui a tout donné et où il vit modestement sa retraite. L'UNICEF et la Fédération guinéenne de football ont signé cet après-midi à Conakry un protocole d'entente sur la sauvegarde des enfants en milieu sportif. Ce protocole va soutenir les activités de promotion des droits des enfants dans les centres et académies de football gérés par la FEGIFOOT. André Mossier-Milimono, Aboubakar Din Kamara, explication. Protéger les enfants dans les académies sportives, les encadrer dans le strict respect de leurs droits, c'est l'objectif de la signature de cet accord. L'UNICEF et la FEGIFOOT s'engagent à mettre en œuvre des actions pour soutenir conjointement la promotion des droits de l'enfant afin de mettre fin aux pratiques telles que les mutilations génitales féminines et des exploitations sexuelles. Le protocole d'entente que nous allons signer aujourd'hui va permettre d'élargir le champ d'application de cette politique au milieu des sports, notamment le milieu du football, regroupant les enfants, les adolescents, les filles et les garçons. Ce protocole contribuera aussi à appuyer la Fédération guinéenne de football dans la mise en œuvre de sa politique interne de sauvegarde afin de donner à chaque enfant et adolescent le droit de s'épanouir dans un environnement sans violence et sans discrimination. La FEGIFOOT s'engage à mettre en place des canaux de signalement clairs et sécurisés, accessibles aux enfants et aux encadreurs pour dénoncer les cas d'abus et d'exploitation sexuelle et de violence à l'encontre des enfants. J'ose espérer que la signature de ce protocole nous aidera à mieux protéger nos enfants. Et vous aussi qui avez des académies, à pouvoir mieux en profiter parce que nous vous ferons déposer cette politique de sauvegarde nationale. Cette collaboration va également permettre de sensibiliser le grand public sur le respect des droits de l'enfant afin de prévenir les abus contre les enfants dans le milieu du football guinéen. À présent, notre angle. La transition de l'analogie au numérique suscite une curiosité. Pour mieux cerner le sujet, nos reporters ont rencontré les électroniciens ou réparateurs de télévision. Si certains ont suivi les cours théoriques à l'université ou suivent les réseaux sociaux, d'autres s'adaptent en fonction des pannes. À travers ce grand angle, vous le verrez, nos reporters ont fait la comparaison entre les anciennes télés et les écrans plats. Alcini Bari. On les appelle électroniciens ou électrotechniciens, ou encore réparateurs de télévision. Les télés qui réparent, ce sont les écrans plats ou écrans à tube cathodique. On les rencontre en fonction des milieux et le train de vie des populations. Avec l'évolution de la science, souvent nous recevons les écrans plats par rapport aux anciens. Souvent. Parce qu'il y a certains clients qui n'ont pas de moyens d'avoir l'écran plat chez eux. Certains refusent des écrans plats parce que chaque fois quand ça se gâte, ça demande beaucoup de dépenses. Par rapport à la logique là. Oui, la réparation d'un écran plat, ça vaut le prix d'un écran analogique. C'est pour cela laquelle souvent certains ils peuvent faire des plans analogiques. L'ancien là, reste avec eux. Parce qu'avec ça, il y a moins de problèmes. Mieux, ces anciens écrans durent plus que les nouveaux, selon nos interlocuteurs. Maître Macan est formel. Les écrans à tube cathodique sont plus garantis que les écrans plats.
C'est le qui est plus garanti par rapport aux écrans plats, les anciens cathodiques là. Autrement dit, les gens disent, souvent c'est ce que les gens disent. Ça est plus garanti par rapport à ça. Si le courant est stable ici, il n'y a pas de problème. La garantie que lui reçoit, ça dépend. Même si vous le mettez en marche de 24 sur 24, ça ne pose pas de problème. Les écrans plats, tu ne peux pas le supporter. Il ne peut pas le supporter. Il n'y a pas de chance. Quand il donne certaines garanties à l'écran plat, il risque de perdre du marché aussi. Pour bien entretenir ces téléviseurs, il conseille. Il faut avoir le bon courant chez toi. De deux, avoir une antenne parabolique chez toi. Les deux codeurs, c'est-à-dire les deux codeurs. Quand vous mettez sur les canaux du quartier, souvent ça garde les écrans plats. Pourquoi ça garde les écrans plats? Les bosseurs qu'on monte dans les quartiers, ça Carrefour, les bosseurs là, quand il y a des variations de courant, directement ça continue le courant, descend vers les bosseurs. Dès que ça laisse descendre, dès que ça va rentrer dans le tunnel, il faut rentrer dans le tunnel, ça garde l'écran plat. Donc à 4 mètres. Donc on ne peut plus récupérer. Il va falloir changer la plaque. En cas où tu ne trouves pas la plaque, il va falloir adopter une autre plaque à l'intérieur. Et avoir aussi un petit onduleur chez toi, vous le prenez avec un petit onduleur. Parce qu'avec le coupure brusque du courant, ça peut jouer sur l'appareil. Mais avec l'onduleur, quand vous le mettez sur l'onduleur, même si ça brusque du courant, ça prend du temps avant de s'éteindre. 30 ans d'expérience dans le métier, Amara est un diplômé en maintenance électronique à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il est marié à 2 femmes et a des enfants. Dans son atelier, un peu plus moderne, il emploie 5 personnes et ne fonctionne pas comme les autres. Le métier nourrit son homme. Comme on aime beaucoup le dire, il n'y a pas de sous-métier dans cette vie. C'est mieux que d'aller s'asseoir dans le bureau, attendre 100 francs à la fin du mois. Un homme de métier vit du jour au jour. Cependant, il égrène quelques difficultés. Il peut réparer 2 ou 4 télévisions par jour et travaille de 10h à 22h. On a des difficultés aussi en ce qui concerne certains clients et aussi problème de pièces de rechange. Et aussi on a des soucis ou des petits problèmes au niveau de matériel de travail aussi, qui nous manque dans ce pays et il faut l'importer ou commander. Ce métier demande concentration, parfois ingéniosité. À cela s'ajoute une dose de recherche, car le monde évolue, la technologie aussi. Je me suis mis à la page, parce que chaque jour que Dieu fait, il y a une nouvelle technologie qui sort. Par exemple, aujourd'hui, et ça, par exemple, ça c'est un écran plasma qui n'est plus fabriqué, par exemple. Et là, c'est de la vieillerie, ça, on peut dire comme ça. Vous allez voir, c'est un écran qui est fabriqué depuis, la date doit être là, quelque part, depuis 2006, octobre 2006. Octobre 2006, maintenant, ça fait quelque chose de 18 ans déjà. Et les appareils, chaque mois, chaque an, il y a une nouvelle technologie qui naît. Actuellement, nous sommes dans les QLED. Ça, c'est les appareils dont les LED sont intégrés dans les écrans. Et là, c'est du plasma. Et c'est lourd, ça consomme aussi beaucoup d'énergie et ça dégage énormément de chaleur. Et quand je l'ai étudié un peu, je l'ai étudié à travers des collections Internet. Souvent, je me collecte, je fais des recherches, des pannes, on m'explique. Des fois, quand il y a des difficultés, je peux dire comme Google ou YouTube, je pose des questions, on m'explique. Parallèlement, dès qu'elle m'explique, quand je vais, je pratique, j'ai la solution. Souvent, je suis en avance à ça par rapport aux autres aussi. Parce que je fais le cours en distance. Dans ces ateliers, plusieurs téléviseurs, des clients parfois venus de l'intérieur du pays. Chacun a sa clientèle et tente à sa manière de la fidéliser. Même si certains retardent, mais ils sont confiants que le travail sera bien fait. Il nous rend service. C'est pourquoi on va revenir toujours. À chaque fois qu'on achète un appareil, si en fait, on peut acheter au marché, ça trouve que c'est tout neuf. Mais au fil du temps, ça se dégrade, ça tombe en panne. On vient, il nous satisfait. Rien ne se perd, tout s'utilise. Les télés qui sont irrécupérables, les pièces sont recyclées et utilisées comme rechange. Les tubes sont utilisés pour d'autres fins. Place à présent à nos annonceurs dans la rubrique Public Reportage. Dans la
la préfecture de Kindia, les activités du projet portent sur la présentation et de diffusion de documents de sauvegarde et de formation des points focaux environnement et social ont été lancés. Il s'agit du projet pour les résultats au préscolaire et à l'enseignement fondamental. L'exploitation minière et développement durable, un enjeu majeur pour une Afrique émergente. C'est avec ce thème que l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh a tenu son premier colloque international. Suivez tout cela en bloc avec nos reporters. Ce projet a été élaboré conformément au Plan national de développement économique et social PNDS avec pour objectif encourager la croissance et promouvoir le développement humain, particulièrement dans le domaine de l'éducation où le gouvernement guinéen s'engage à apporter des ressources supplémentaires. L'objectif visé par ce projet est d'améliorer l'accès et la qualité au préscolaire. Cet atelier régional portant sur la présentation du projet de diffusion de documents de sauvegarde et de formation de points focaux, environnement et social du projet pour les résultats au préscolaire et à l'enseignement fondamental est une initiative du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation avec l'appui financier de la Banque mondiale. Parlant de son importance, ce cadre du système éducatif guinéen explique. Il est prévu de construire 1000 salles de classe pré-primaire, de former les enseignants, les éducateurs et les personnels administratifs de l'éducation. Ensuite, l'acquisition de matériel informatique. On a prévu dans ce projet d'acquérir près de 28 000 tablettes pour les enseignants et pour les élèves. Très ambitieux, ce projet va améliorer l'accès, la qualité de l'éducation préscolaire et de l'enseignement fondamental en Guinée. Des recommandations à l'endroit des participants au terme de la formation, le coordinateur du projet ne manque pas. C'est de prendre conscience que ce projet est l'un des premiers projets qui est lié aux résultats. Les décaissements ne sont liés qu'aux résultats. Et c'est de prendre conscience que le pays a besoin aujourd'hui de ce financement pour de petits-enfants. L'atteinte des objectifs de ce projet permettra le virement de plus de 12 millions de dollars sur le compte du Trésor de la République de Guinée. Ce fonds sera une forme de récompense octroyée à la Guinée pour l'atteinte de ces indicateurs. Ce programme, quand on sait combien de fois il est important pour l'éducation guinéenne, c'est une vraiment grande satisfaction de recevoir ce beau monde. Pour la réalisation des activités inscrites dans ce projet, la Banque mondiale accorde un don de 50 millions de dollars à la Guinée pour une durée de 4 ans, ce qui permettra d'améliorer l'accès et la qualité de l'éducation au préscolaire public, où le taux de préscolarisation dans le pays est actuellement de 9%. Durant 3 jours d'activités de donner et de recevoir entre chercheurs, étudiants, responsables administratifs et professionnels dans un réceptif hôtelier de la place, le premier responsable de l'Institut se félicite du bon déroulement du colloque. Organiser un colloque international dans le domaine de l'exploitation minière et développement durable devrait être notre devoir. Donc si ce colloque a réussi, pour moi, c'est un défi qu'on est en train de relever. Donc l'Institut est fier. Après le succès de cette première expérience, les responsables comptent pérenniser ces genres d'initiatives et tirer des leçons. Il promet d'organiser d'autres rencontres similaires à l'avenir. Nous avons misé pour 200 participants, on a eu au-delà. Donc nous pensons que c'est une satisfaction. Nous allons voir la fréquence. Est-ce qu'il faut le faire chaque année ou chaque 2 ans? Après la prestation sur les droits humains des peuples traditionnels de la colonie de Côte d'Ivoire face à l'exploitation minière, cet enseignant venu d'Abidjan, outil à travers les résultats présentés, compte faire autant dès son retour dans son pays d'origine. Ce temps de colloque m'a permis de connaître la Guinée, de voir et de découvrir que la Guinée est effectivement le grenier minéralier d'Afrique de l'Ouest. Nous espérons que ce type de collaboration sud-sud, ça va toujours continuer afin de mettre à disposition des décideurs les décisions adéquates pour que nous demeurions dans la dynamique du développement durable. Pour le public cible, à majorité étudiants et chercheurs, ce rendez-vous scientifique mérite d'être restitué au sein de leurs camarades, avant d'encourager les organisateurs. C'est la première fois qu'on voit autant de présentations et les gens vraiment ils ont fait des belles prestations. Ça nous a permis aussi un jour de faire mieux que ça aussi.
pour que voilà, on puisse se situer dans notre domaine. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Fatmata Bintabari. Merci de votre fidélité au programme d'Espace TV. Au revoir et portez-vous bien.